Ah, les balades en forêt avec la famille. Qu'est-ce que je détestais ça quand j'étais petit! Vous êtes peut-être comme moi, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents et des grands-parents qui adoraient se balader en forêt pendant les vacances et qui m'entraînaient là-dedans, soi-disant parce que je ne sortais pas assez et que je passais trop de temps devant les écrans. Mais bon sang, il n'y a rien à faire en forêt! On marche des kilomètres, le soleil tape fort, il y a des moustiques et des insectes partout, et il n'y a surtout aucun animal qu'on peut croiser dans les bois. Pas de lapin, pas de sanglier, pas de grand cerf et même pas de pingouin. Bien que pour le pingouin ça sera un peu difficile en forêt, me direz-vous, mais tout ça pour dire, quel ennui atroce! Non franchement, j'aurais 1000 fois préféré aller à la piscine, passer un séjour à Disneyland, ou même finir sur la Lune, ça pour le coup ça aurait été des vacances rentables. Mais quel gamin que j'étais! Plus sérieusement, j'étais effectivement un enfant qui préférait jouer à la console plutôt que de sortir explorer les horizons. Vous pensiez que j'étais flemmard? Eh bien, peut-être un petit peu. Mais j'admets que jouer à la console me permettait d'être un peu évasif, de ne pas penser à l'école, mais surtout d'égayer mes journées avec un esprit rêveur et soif d'aventure. Comprenez-moi, à l'âge de 10 ans, je préférais largement parcourir les donjons d'Hyrule dans Zelda, visiter l'espace dans Star Fox, ou même devenir un maître Pokémon plutôt que de me balader en forêt. Et d'ailleurs, parlons-en de Pokémon. Si vous avez moins de 30 ans, vous avez forcément tout comme moi grandi avec Pokémon à travers le dessin animé et ses produits dérivés. Mais à la base, c'est surtout un jeu vidéo sorti sur Game Boy en 1996, où le joueur incarne un dresseur qui doit faire évoluer ses créatures farfelues appelées les Pokémon, afin d'acquérir des badges face à différents champions d'arène éparpillés sur toute une région, permettant ainsi de se qualifier pour défier le grand maître de la Ligue Pokémon, et tenter à notre tour de remporter ce grand titre honorable. Grâce à Pikachu, je vais remporter tous les matchs et devenir maître Pokémon! Si Pokémon est encore extrêmement populaire aujourd'hui, c'est parce que le concept s'est adapté sur plusieurs générations. C'est-à-dire que tous les 3-4 ans, de nouveaux Pokémon font leur apparition sur de nouvelles régions, permettant à nous, jeunes enfants, de pouvoir étendre notre culture Pokémon et de profiter d'un univers qui se renouvelle à chaque nouvelle génération. Pour vous donner une idée, la première génération, qui reste encore la plus connue, comprenait 151 Pokémon, et aujourd'hui, arrivé à la 8ème génération, on dénombre quasiment 900 Pokémon différents, avec toutes sortes de variantes et d'évolutions. Je te propose de découvrir ces créatures fascinantes, si nombreuses et si différentes les unes des autres, parfois attachantes et parfois inquiétantes. Alors effectivement, si certains connaissent parfaitement toute la liste entière, je dois admettre avoir un peu décroché sur les générations les plus récentes, car j'ai surtout connu les 4 premières grâce aux dessins animés. Et en parallèle, comme je n'avais pas de Game Boy ni de Game Boy Advance pour connaître les premiers jeux, et qu'il faudra attendre le début de mon adolescence avant que je me mette au rétro gaming, j'ai par conséquent connu mon premier jeu Pokémon en 2007 sur ma bonne vieille Nintendo DS. À savoir grâce à Pokémon version Perle et Diamant, qui représente la 4ème génération. À ce moment-là, je jouais surtout sur des jeux de plateforme et d'aventure sur GameCube et PC, et ce Pokémon allait me permettre de découvrir un nouveau style que je ne connaissais pas encore. Le jeu commence dans la petite ville de Bon Augure, où un beau jour, notre ami d'enfance nous propose de faire une petite virée au bord d'un lac. On y croise notamment le professeur Sorbier et une jeune fille appelée Aurore, qui nous accompagneront tout au long de l'aventure. Je m'appelle Aurore et je suis une nouvelle dresseuse. Les deux garçons se baladent et constatent au bord du lac qu'une mallette a été oubliée. Quand soudain, ils se font attaquer par des Pokémon sauvages. N'ayant pas de quoi se défendre, ils se jettent sur le contenu de la mallette qui renferme 3 Pokéballs. Et c'est là que débute véritablement le jeu, car nous devons faire face à un sacré dilemme. Parmi ces 3 Pokéballs, nous devons choisir notre futur compagnon qui nous servira de Pokémon principal. Et dans cet épisode, nous avons le choix entre Tortipousse, sorte de tortue de type plante, Wistikram, un singe de type feu, et enfin celui qui a été l'élu de mon cœur pendant toute ma jeunesse. Mais non, pas toi! Lui! Tiplouf, un pingouin de type eau. Parce que oui, j'ai un amour inconditionnel pour les pingouins depuis toujours, il s'agit de mon animal préféré. C'est pourquoi je choisis Tiplouf comme mon premier Pokémon. Débute alors notre premier combat contre un Pokémon sauvage, et j'étais assez dubitatif car le jeu est un RPG au tour par tour. C'est-à-dire qu'à la manière d'un jeu de rôle, le joueur doit sélectionner une action à effectuer pour combattre. Mon Tiplouf qui démarrait au niveau 5 n'avait que 2 compétences, écrase-face et rugissement. Écrase-face permettait d'infliger des dégâts à notre adversaire, et rugissement permettait d'intimider l'ennemi pour diminuer son attaque. Moi qui avais en tête la mise en scène très spectaculaire du dessin animé, j'étais dans un premier temps assez surpris et déçu de ce système de jeu.
On choisit une action, on attend, puis on relance une action jusqu'à la fin du combat. C'était assez statique et je ne trouvais pas ça forcément palpitant. Ça va, c'est pas la peine de se mettre dans un état pareil. À l'issue du combat, Aurore revint sur ses pas pour récupérer la mallette. Et nous croisions à nouveau le professeur qui ne fut pas forcément ravi d'apprendre qu'on venait d'utiliser ses Pokémon pour se défendre. Mais curieusement, plutôt que de nous passer un savon, il nous laisse les Pokémon et nous invite à lui rendre visite dans son laboratoire. C'est après quelques préparatifs et un au revoir à notre maman que nous nous lancions dans l'aventure pour retrouver le professeur. Tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve. Tu vas commencer ton entraînement de dresseur Pokémon. Mais si tu savais comme tu vas me manquer, mon chéri. Sur notre chemin, nous devions traverser les hautes herbes et combattre de nouveaux Pokémon. Et à force d'accumuler de l'expérience de ces duels, mon Tiplouf passait au niveau 6. Ce qui avait pour but d'accroître ses statistiques, il avait à présent plus de vie, plus d'attaque, une meilleure défense et une meilleure vitesse. Il était devenu un peu plus fort. Ne jamais sous-estimer l'importance d'une bonne reconnaissance. Passé ces quelques combats, on finit rapidement par arriver jusqu'au laboratoire. Le professeur nous pose quelques questions au sujet de l'incident du lac, et il constate que notre Tiplouf semble heureux avec nous, que ses mésaventures nous avaient quelque peu rapprochés. C'est donc sur un élan de générosité que le professeur nous confie son Tiplouf. En contrepartie, il nous demande de travailler pour lui et de l'aider à étudier les Pokémon de la région en stockant des données sur un Pokédex, un petit appareil qui fait office d'une encyclopédie pour Pokémon. Le principe est tout bête, on explore la région, et dès qu'on croise un nouveau Pokémon, de nouvelles données viennent s'enregistrer automatiquement sur le Pokédex. Rien de plus simple. Les Rattata sont des Pokémon de la forêt. Ils aiment le fromage, les noix, les fruits et les baies. Afin de bien se préparer, Aurore nous faisait faire un petit tour des horizons. Dans chaque ville, on a la possibilité de soigner nos Pokémon dans un centre, car si un de nos Pokémon finit par tomber KO, il ne peut alors plus combattre, et nous sommes alors forcés de le ramener au centre Pokémon pour le réanimer. De plus, nous pouvions aussi faire des achats au magasin pour utiliser des objets pendant ou en dehors d'un combat. En effet, si le centre Pokémon est trop loin, nous avions dans ce cas la possibilité d'utiliser des objets pour soigner nos Pokémon par nous-mêmes. Ce qui est fort pratique car à force d'enchaîner des combats, nos Pokémon finissent par accumuler des coups et à très rapidement tomber KO. Enfin pour terminer, Aurore nous expliquait qu'il était possible de capturer des Pokémon sauvages et de les intégrer à notre équipe. Comme à la manière du dessin animé, il suffit d'affaiblir le Pokémon sauvage en question, puis d'utiliser une Pokéball afin d'attraper la créature. Pokéball, go! Bien entendu, il est interdit de capturer les Pokémon d'un autre dresseur, et nous pouvions former une équipe de 6 Pokémon maximum pour parcourir toute la région. Naturellement, je souhaitais recruter de nouveaux partenaires, et je me mis à capturer un Nétourmi, un oiseau de type vol de niveau 3, et quelle grande satisfaction! Je me sentais là aussi plus puissant, car si mon Tiplouf tombait KO, je pouvais à présent envoyer mon Nétourmi au combat pour qu'il prenne la relève. Telle une équipe de foot ou de basket qui se relaye pendant un match. C'était magnifique. D'ailleurs, ce qui était encore plus magnifique, c'est qu'arrivé au niveau 8, mon Tiplouf a pris une nouvelle compétence, à savoir Écume. Une attaque de type eau plus puissante qu'Écrase-Face et qui rendait mon Pokémon encore plus efficace au combat. Sachant qu'en augmentant encore de niveau, tous nos Pokémon sont capables d'apprendre jusqu'à 4 compétences maximum. Au-delà de ça, il sera forcé d'oublier une compétence pour en apprendre une plus puissante et la remplacer. Et c'est à ce moment précis que je me rendis compte de la richesse et de l'intérêt pour ce jeu. Pokémon, ce n'est pas simplement un bête jeu de rôle au tour par tour. Il y a avant tout un aspect stratégique à assimiler et véritablement toute une équipe à construire. Il faut savoir que nos Pokémon sont dotés d'un ou plusieurs types et possèdent des compétences qui eux ont également un type. Pour illustrer tout ça et que ce soit un peu plus clair, si mon Tiplouf utilise une compétence de type eau contre un Wistikram qui lui est de type feu, mon attaque va alors être super efficace contre lui, et lui infliger beaucoup de dégâts. En revanche, si j'utilise par exemple un Tortipousse avec une attaque de type plante contre un Wistikram, bien la plante se fait cramer par le feu, ce qui implique que mon attaque ne va pas lui faire très mal. Là où à l'inverse, si Wistikram utilise une attaque de type feu contre Tortipousse qui lui est de type plante, cela va le brûler et lui infliger des dégâts conséquents. Là où contre un Tiplouf, le feu se montre peu efficace face à un Pokémon de type eau. C'est un peu technique, mais ce système se révèle être à la fois très ingénieux et très intuitif.
Une fois qu'on finit par apprendre cette grande nomenclature avec les faiblesses et les forces de chaque type, tout en apprenant le type de chaque Pokémon, il suffit alors d'utiliser le bon Pokémon avec les bonnes compétences en combat pour prendre l'ascendant sur notre adversaire. Et encore, je ne vous ai expliqué que la base du système de combat. Certains Pokémon possèdent des natures qui leur donnent des caractéristiques supplémentaires au combat, certaines compétences peuvent altérer l'état d'un Pokémon, et par exemple le brûler, le geler, le paralyser, l'empoisonner, le rendre confus, ou même l'endormir. Certaines compétences possèdent des priorités sur d'autres compétences, certaines attaques sont des capacités physiques, d'autres des capacités spéciales, et selon les Pokémon, certains possèdent une meilleure défense physique ou bien une meilleure défense spéciale. Il faudra maîtriser tous ces éléments et chaque subtilité afin de devenir un vrai maître Pokémon. Et dire qu'après ça, il y en a encore qui croient que Pokémon est un jeu pour enfants. Ah, quelle naïveté. Quelle indignité. C'est une honte. La grande force de ce système, c'est qu'il récompense les efforts du joueur. Tout au long de l'aventure, il y a véritablement un sentiment d'accomplissement et de progression. Avoir nos Pokémon gagner en niveau, devenir plus forts et plus résistants, et apprendre de nouvelles techniques plus complexes et dévastatrices. Enfin, certains Pokémon finissent par évoluer et débloquent de nouvelles statistiques venant encore une fois rajouter de la richesse et renforcer ce sentiment d'épanouissement et de dépassement de soi. L'équation était ici très simple, j'avais pris goût au RPG, à ce concept de jeu de rôle où on voit nos personnages progresser et se perfectionner en gagnant des niveaux. Il y a certes un aspect chronophage dans ce genre, mais il crée surtout une certaine addiction aux joueurs, car on souhaite toujours que notre héros, nos personnages, notre équipe, puissent devenir le plus puissant du jeu, venant à la fois forger des rivalités, alimenter notre détermination et notre combativité, pour devenir le meilleur et atteindre la place du numéro 1. Et en même temps, parfois créer de belles amitiés et rester ébahi dans un monde qu'on découvre constamment. J'étais tout simplement devenu accro à Pokémon. Et pourtant, il y a encore tant de choses à raconter, sur le fait qu'on explore des horizons vraiment divers et variés, sur le fait que nous aurons affaire à une organisation mafieuse appelée la Team Galaxy, qui cherchera à manipuler les dimensions de l'espace et du temps pour créer un nouvel univers purifié. Une histoire à la fois bien glauque et teintée de rebondissements qui vaut largement le détour. Ou encore sur le fait qu'une légende vienne mystifier l'univers de Pokémon grâce à la présence de Palkia et de Dialga. Vous savez, les deux Pokémon légendaires qu'on peut retrouver sur la boîte du jeu. Cumulés à des moments parfois très divertissants, parfois très obscurs et effrayants, ou parfois carrément épiques et héroïques. Pokémon nous offre son lot d'émotions et ne cesse de nous surprendre au cours de l'aventure. Et si cette génération avait tout pour me charmer, les générations suivantes ne cesseront de gagner en maturité, et de nouvelles mécaniques viendront renforcer l'univers et la stratégie Pokémon. Chaque jeu est une véritable épopée, et il faudra bien des semaines voire des mois avant d'en venir complètement à bout. Après coup, je comprenais un peu mieux la volonté de mes parents et de mes grands-parents. Se balader en forêt, avoir la chance de profiter de la richesse de la faune et de la flore, tomber sur son premier trèfle à 4 feuilles, croiser un écureuil grimper aux arbres, ou tout simplement respirer et contempler. Tout cela avait une meilleure saveur à mes yeux. Car en fin de compte, si devenir maître Pokémon est à la portée de tout le monde, est-ce qu'il n'en serait pas de même dans l'art d'apprécier ce monde qui ne cesse de changer et d'évoluer ? Est-ce qu'il ne serait pas temps de profiter du monde dans lequel on vit ?